Houston, nous avons de bonnes nouvelles. Un groupe de personnes soigneusement sélectionnées est en train d'être interviewé pour monter à bord du premier volume commercial vers l'espace extra-atmosphérique. L'agence spatiale te propose de répondre à un questionnaire. Elle veut savoir ce que tu emporterais dans cette aventure spatiale. En fonction de tes réponses, tu pourrais faire partie des personnes choisies. Et si nous regardions ensemble cette liste? Des crayons. Je n'y aurais jamais pensé, mais c'est logique. La légende raconte que les États-Unis ont dépensé des millions de dollars pour essayer de concevoir un stylo qui fonctionne dans l'espace. En effet, comme l'absence de gravité est un facteur important, je veux dire incontournable, de la vie dans l'espace, les stylos ne fonctionnent pas. L'encre ne coule pas comme ici sur Terre. Par contre, les crayons conviennent très bien. Tu peux ainsi jouer à des jeux de mots avec les autres touristes de l'espace, ou même faire des dessins représentant ton aventure. Évidemment, on n'oublierait jamais d'emporter une brosse à dents. Selon des astronautes chevronnés, les brosses à dents sont extrêmement simples, mais leur technologie est suffisante pour l'espace. Si tu presses une bouteille d'eau à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les molécules d'eau flottent dans de petites bulles. Mais si tu mouilles ta brosse à dents, elle retient naturellement l'eau, ce qui lui permet de rester humide pour supporter le dentifrice. Oh, j'allais dire des chaussettes rigolotes. Content que tu m'aies devancé. Mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, on ne marche pas beaucoup dans l'espace. Les gens n'ont pas trop tendance à toucher le sol là-haut. Deuxièmement, l'espace n'est pas le meilleur endroit pour montrer son style. Les astronautes ont tendance à utiliser des vêtements spéciaux lorsqu'ils sont en mission spatiale. Il en sera de même pour toi en tant que vacancier astronaute. Les chaussettes garderont tes pieds bien au chaud, mais elles témoigneront aussi de ton intérêt pour la mode. Peut-être qu'un jour tu porteras une chaussette avec un visage souriant, tandis que l'autre jour tu opteras pour une chaussette sur le thème du Grinch. Bien sûr, les chaussettes sont très utiles à bord d'un avion, car elles te permettent de te faufiler plus facilement entre les objets. La prochaine fois que j'irai à la supérette, je n'oublierai pas d'acheter lingettes humides pour le voyage dans l'espace. Les voyageurs de l'espace expérimentés les adorent. Et ce n'est même pas la NASA qui les a inventés, hein? Comme l'eau n'est pas autorisée à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les lingettes humides sont la meilleure option. Encore mieux si elles sont parfumées. Les astronautes utilisent même différents types de lingettes. Ils achètent celles qui désinfectent et celles qu'ils utilisent sur leur corps. Assure-toi simplement de savoir faire la différence entre les deux quand tu seras là-haut. Un mythe populaire veut que la NASA ait inventé le velcro. En réalité, nous avons tendance à penser que tout ce qui est utilisé dans l'espace a été inventé par la NASA dans un but très intelligent et spécifique. Mais ce n'est pas le cas. Le velcro a été inventé pour des raisons banales, dans les années 1950, par une entreprise suisse. Les voyageurs de l'espace l'ont adopté parce qu'il fonctionne comme un accessoire anti-gravité. Ils ne peuvent pas éliminer la gravité, bien sûr, mais on peut coller des velcros sur des objets quotidiens, puis accrocher ces objets au velcro fixé aux parois du vaisseau spatial. C'est un système très intelligent, mais mieux vaut prendre sa propre paire, n'est-ce pas? Si tu passes une longue période dans l'espace, des photos de chez toi peuvent être utiles. Mais choisis-les bien. Le vaisseau spatial n'étant pas très grand, les autres personnes à bord sauront quelles photos tu as décidé d'emporter. Mieux vaut garder le poster d'Harry Styles dans ta chambre sur Terre, n'est-ce pas? Apporte simplement de vraies photos de personnes que tu connais et que tu aimes. Est-ce que j'ai entendu pizza? Voyager et explorer de nouveaux endroits, c'est avant tout goûter à différentes saveurs de nourriture. Dans l'espace, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, tu pourras emporter de la pizza avec toi. En fait, il faudrait qu'elle soit livrée dans un vaisseau cargo. Ainsi, les ingrédients seraient frais et prêts à être consommés. Ce ne serait pas la première fois que des personnes dans l'espace essaieraient de manger de la malbouffe terrienne. Certains astronautes ont même mangé des crêpes et des hot dogs. Le plus beau dans cette soirée pizza, c'est que la nourriture peut flotter. N'est-ce pas là une façon très agréable de déguster des mets terrestres? Même si je comprends ton désir d'emporter des toilettes avec toi dans ce voyage spatial, c'est pratiquement impossible. Enfin, je te comprends. Certaines personnes sont attachées aux toilettes de leur maison, et celles de l'espace sont loin d'être l'expérience idéale. Mais la NASA n'a cessé d'améliorer ses toilettes, qui n'ont jamais été aussi bien équipées que maintenant. Il faudra donc s'en contenter. Voici quelque chose que je prendrais aussi, un ordinateur portable. Mais à quoi servirait-il dans l'espace, demanderas-tu? Apparemment, il y a de l'Internet partout dans la Station spatiale internationale. Ainsi, même si tu ne passes pas la majeure partie de ton voyage amarré à l'ISS, tu pourras profiter de Netflix les jours où tu y seras. De l'Internet dans toute la Station spatiale internationale.
C'est fou, non? En parlant de loisirs, j'adore que tu aies pensé à prendre un yo-yo. Je ne suis pas sûr qu'il soit très efficace dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de gravité pour le faire rebondir. Mais ce serait bien de voir comment il réagirait dans un environnement dépourvu de pesanteur. J'adore les puzzles. Cela ferait également partie de ma liste. Imagine que tu essayes de construire un puzzle qui continue à flotter dans l'air. Tu devras peut-être créer un système pour éviter que les différentes pièces ne flottent librement dans l'engin spatial. Mais imagine qu'une fois le puzzle de la tortue terminé, on ait l'impression qu'elle nage à travers le vaisseau. Il est impossible d'emporter une fenêtre, mais les fenêtres sont un élément important de la vie dans l'espace. Gardons à l'esprit certaines des règles du voyage. Chaque voyageur aura l'occasion d'effectuer une sortie dans l'espace au cours de son séjour. C'est déjà énorme, estime-toi heureux, car certains astronautes d'élite n'ont l'occasion de faire qu'une seule sortie dans l'espace pendant toute leur carrière. En effet, les sorties dans l'espace sont risquées et nécessitent beaucoup d'entraînement. Mais tu recevras ton entraînement une fois que tu seras là-haut. Le fait est que tous les autres jours, tu seras coincé à l'intérieur d'une boîte de conserve flottante. Les fenêtres sont donc très utiles. Elles t'aideront à te rappeler où tu es. Elles te donneront une perspective de l'espace et de la Terre. Bien sûr, il faut prendre son appareil photo. Sinon, comment pourrais-tu te rappeler de cette expérience unique? Assure-toi que ton appareil photo fonctionne à l'intérieur d'un avion ou de l'ISS et tu seras prêt à partir. Du café. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'emporter le tien. Jusqu'à récemment, les astronautes devaient se contenter de tasses de café instantanées lorsqu'ils se trouvèrent dans l'espace. Mais tu as de la chance, les experts en café ont déjà résolu ce problème. Aujourd'hui, il y a la machine ISS Presso. Cette dernière a la même taille qu'une machine à espresso terrienne. Mais pour boire le café, les voyageurs de l'espace doivent utiliser une tasse spéciale en apesanteur, ainsi qu'une paille. Si tu essaies de boire normalement, le café chaud ne viendra pas te frapper directement au visage. Au contraire, il restera collé au fond de la tasse. Je dois dire que j'aime beaucoup cette invention. Salut les amis! Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires,
car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pentacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas?
Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Aristote a dit un jour que l'or n'était que de l'eau solidifiée dans le sol et mélangée aux rayons du soleil. D'autres étaient persuadés que l'or pouvait être fabriqué à l'aide de la pierre philosophale. Lorsque les Incas ont vu de l'or pour la première fois, ils ont imaginé que ce métal tombant du ciel était les larmes d'une divinité. Mais sa véritable origine semble en elle-même beaucoup plus spectaculaire. Rendons-nous dans un passé très lointain, à une époque où il n'y avait encore ni hommes ni animaux. Une époque où les dinosaures n'existaient même pas encore. Une époque où les formes de vie les plus simples commençaient tout juste à exister. Notre planète ressemblait alors à un immense chaudron rempli d'éléments chimiques. Les éléments, les tremblements de terre et les éclairs se déchaînaient en permanence. C'était il y a environ 3,9 milliards d'années. Au cours de cette période, d'énormes astéroïdes ont traversé notre système solaire. Ils se sont abattus sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il est possible que des astéroïdes soient également tombés sur la Lune et y aient laissé de grands cratères. Une véritable apocalypse s'est produite sur notre planète. Mais heureusement, personne ne l'a vu passer car il ne s'y trouvait pas encore de vie. En parallèle de cette destruction, les astéroïdes ont apporté avec eux des métaux. Mais y avait-il des minerais sur Terre avant cela? Bien entendu. Le noyau de notre planète est principalement constitué de métaux tels que le fer. De là, il se répand dans la croûte terrestre, se mêle au magma, entre en contact avec l'oxygène et se combine avec d'autres éléments. Mais comment ces derniers se sont-ils retrouvés dans notre noyau? De simples atomes d'hydrogène et d'hélium ont fusionné et formé des éléments plus lourds à l'intérieur d'étoiles géantes. Puis des supernovas se sont produites et ont formé de grands nuages de poussière et de gaz. Ces nuages ont atteint notre galaxie et ont commencé à tourner autour du Soleil. Au fil du temps, cette poussière et ces restes d'étoiles ont formé des planètes. L'une d'entre elles était notre Terre. Les métaux qui reposent dans les entrailles de notre planète sont difficiles à obtenir. Et nous n'aurions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui sans cette pluie de météorites qui a constellé la surface de la Terre de minerais. Il existe deux théories. La première suggère que de puissantes explosions de supernovas loin dans notre univers ont formé la plupart des métaux de notre tableau périodique. Pendant l'explosion, une fusion nucléaire s'est produite qui a créé des atomes d'or. Ensuite, l'onde de choc a projeté ces morceaux incandescents dans différentes directions. Ils ont volé pendant longtemps, ont refroidi dans l'espace glacial et ont atteint notre système solaire. Une autre théorie affirme que l'or et d'autres métaux sont apparus des suites de la fusion de deux étoiles à neutrons. Il s'agit de puissantes étoiles, dont la taille est plusieurs fois inférieure à celle du Soleil, mais dont la masse est plusieurs fois supérieure à la sienne. Ce sont des objets dotés d'une force gravitationnelle et d'une densité colossale. Leur collision aurait généré un rayonnement gamma intense, capable de synthétiser de l'or. En 2017, des astrophysiciens ont observé pour la première fois la collision de deux étoiles à neutrons. Ils ont enregistré des traces de métaux lourds, parmi lesquels de l'or, grâce à des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Cette théorie semble donc plus probable. Et si nous allions encore plus loin? D'où viennent les étoiles? Des nuages de poussière et de gaz sont dispersés dans l'univers. Ils se mélangent, se combinent en une seule masse et grossissent comme une énorme boule de neige. Ils se pressent les uns les autres et génèrent une force gravitationnelle. Lorsque toute la matière s'effondre sur elle-même, elle commence à chauffer. Et cette poussée d'énergie crée alors une étoile. Certains physiciens supposent que les étoiles, au cours de leur vie, peuvent produire la plupart des éléments du tableau périodique. Si cette théorie est vraie, alors notre corps est également constitué de particules d'étoiles. Nous découlons peut-être d'une gigantesque supernova qui a explosé il y a des milliards d'années, à l'autre bout de l'univers. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis l'apparition de cette théorie, mais personne ne l'a ni prouvée ni réfutée depuis. Revenons à notre or.
L'un des plus grands gisements d'or au monde se trouve en Afrique australe. Les scientifiques pensent que le précieux métal y est apparu il y a plus de 2 milliards d'années, après la chute d'une gigantesque météorite. Les scientifiques sont aussi persuadés que de l'or repose au fond des océans du monde entier. Entre 10 et 20 millions de tonnes de ce métal précieux pourraient se trouver sous les eaux. Mais il ne s'agit pas de grosses pépites, mais plutôt de minuscules particules dissoutes dans le liquide. L'extraction de cet or serait donc bien trop coûteuse. Découvrons maintenant comment les gens extraient de l'or et le transforment en bijoux. Tout d'abord, il faut trouver des gisements d'or, de grandes parcelles de terre ou de roches à l'intérieur desquelles l'or est caché. Les mineurs emploient alors des pioches, des pelles et des machines pour extraire des éclats brillants de la roche. Ces morceaux sont ensuite dissous dans un acide spécial qui sépare l'or des autres solides. Ensuite, d'autres substances sont retirées du métal précieux par fusion ou par l'injection de gaz. Lorsque l'or est raffiné, on vérifie sa pureté, 99,9% étant la valeur de référence. Et voilà le travail, ton or est prêt à servir. Il est possible de le transformer en bijoux ou en composants électroniques. Les métaux les plus rares sur Terre proviennent également des étoiles. Il s'agit du rhodium et de l'iridium. Ils sont plusieurs fois plus chers que l'or, non en raison de leur beauté, mais de leur intérêt pratique. Par exemple, le rhodium et l'iridium peuvent rendre des gaz nocifs inoffensifs. Et 90% de la demande de ce métal provient du marché automobile. Ces métaux sont utilisés dans la fabrication des catalyseurs qui sont nécessaires pour réduire les gaz d'échappement nocifs. Lorsque les substances toxiques produites lors de la combustion du carburant entrent en contact avec ces métaux rares, elles deviennent aussi plus sûres, puisqu'une micro-couche de rhodium et d'iridium est appliquée sur les parois du cylindre. L'or, le platine, le rhodium et l'iridium sont les métaux les plus chers. Mais qu'en est-il des plus durables ? Il est un peu compliqué d'élire un grand vainqueur, car la résistance d'un métal dépend de 4 critères. Tout d'abord, il y a la résistance à la traction. C'est la capacité d'un métal à supporter la rupture. Par exemple, la pâte à modeler a une très faible résistance à la traction, car tu peux facilement l'étirer dans différentes directions. Au sein des métaux, c'est peut-être le tungstène qui est le plus difficile à étirer. Un autre critère est la résistance à la compression. Il s'agit de la capacité d'un métal à résister à une pression quelconque, et dans ce domaine, c'est le chrome qui est l'un des plus résistants. Le troisième critère de résistance des métaux est la limite d'élasticité. Pour la mesurer, il faut fabriquer une tige ou une poutre à partir de n'importe quel métal, puis essayer de la tordre et de la briser. Le métal qui présente la plus grande résistance aura ainsi une limite d'élasticité élevée, et le titane semble tout indiquer pour cela. Le quatrième critère est la résistance au choc. Ce facteur montre à quel point le métal est résistant lorsqu'il tombe ou lorsqu'il est frappé. À cet égard, le fer enregistre d'excellents résultats. Chaque métal a ses propres points forts et ses propres faiblesses. Le chrome, par exemple, a une grande résistance à la compression, mais il résiste mal à la traction. C'est pourquoi l'industrie métallurgique fabrique des alliages de métaux pour combiner leurs forces. Bon, nous avons appris à connaître les métaux les plus rares et les plus coûteux. Et qu'en est-il des autres éléments ? Quelle est la substance la plus rare au monde ? Eh bien voici l'astate, l'élément le plus rare de notre planète. Il y aurait au total environ 25 grammes de cette substance dans le monde entier. Et sa vitesse de désintégration est égale à la vitesse de sa formation. Par conséquent, la quantité de cette substance dans la nature ne change jamais. On a théorisé cet élément dès la fin du 19e siècle et on l'a découvert au début du 20e. Mais même aujourd'hui, après tant d'années, nous savons peu de choses sur celui-ci. En 1869, le créateur du tableau périodique, Dimitri Mendeleïev, a déduit qu'il existait une certaine substance, correspondant au numéro 85 au sein du groupe des halogènes. Ce groupe d'éléments non métalliques comprend des substances telles que le fluor, le chlore, le brome et l'iode. L'astate est donc considéré comme le plus lourd de tous les halogènes connus et le plus semblable aux métaux. Il a un point de fusion bas et conduit mal la chaleur et l'électricité. Il est cassant à l'état solide et a une couleur sombre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas toutes ses propriétés. Il est presque impossible de le trouver dans la nature. Mais les chimistes ont appris à le synthétiser artificiellement. On ne sait pas non plus comment exploiter cet élément, car il est trop radioactif.
Mais dans certains laboratoires, les chercheurs mènent des expériences en utilisant l'astate pour traiter les maladies thyroïdiennes.